Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Dans le cadre de sa série sur la démocratie et la démocratisation en Afrique, Monde Afrique reçoit aujourd'hui Marcona, figure emblématique de la société civile africaine, figure emblématique de la société civile gabonaise, coordonnateur du mouvement citoyen Ça suffit comme ça. Avec lui, nous allons aborder la situation de la démocratisation, faire un état de lieu de la démocratisation au Gabon et parler aussi des enjeux de la présidentielle parce que, comme vous savez, le Gabon va connaître en 2016 une élection présidentielle à laquelle se présente le président sortant Ali Bongo. Marc, pour commencer, est-ce que le Gabon a changé avec Ali Bongo? Parce que c'est une question qu'on entend souvent. Le Gabon n'a pas changé avec Ali Bongo. Le Gabon ne peut pas changer avec Ali Bongo parce que Ali Bongo, c'est le fils d'Omar Bongo qui a régné pendant 42 ans. Et quand on a été le fils aîné d'un dictateur qui a régné pendant 42 ans et qu'on accède au pouvoir dans les conditions que tout le monde a connues, c'est-à-dire par un coup d'État électoral, on ne peut pas changer le pays. On vient tout simplement perpétuer le règne du père. Sauf que entre Ali Bongo et Omar Bongo, la différence se situe au niveau de la gabégie, le niveau de gabégie. Qui s'est accru? Ce qui s'est accru excessivement. Vous savez qu'au Gabon aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne sont même pas payées. C'est-à-dire ils ont opéré, ils ont mené des activités, mais qui ne sont pas payées. Il y a même un collectif de PME qui a été en justice. Une ville comme Port-Gentil, on licencie à tour de bras. Mais on fait semblant de gérer le pays. Regarde, par exemple, le budget 2016, quand vous retrouvez un chapitre activité accidentelle, 250 milliards accidentels. C'est-à-dire ça n'a pas d'orientation. Ça veut tout simplement dire qu'on a atteint le degré supérieur de la gabégie. C'est une ligne budgétaire qui s'appelle activité accidentelle. Exactement. Comme ça, dans la loi de finances. Je prends cet exemple pour montrer à quel niveau on ne vole plus par la cuillère. Là, c'est La louche. La louche. C'est même plus la louche, c'est la pelleteuse. Donc, que ce soit au niveau de la gestion des finances publiques, au niveau de la gouvernance politique, c'est-à-dire la démocratie, on a fait un bond en arrière. Parce que la notion d'État, la notion de gouvernance, la notion de démocratie n'a jamais traversé M. Ali Bongo. Pourtant, il a créé une autorité de lutte contre la corruption, contre le détournement. En plaçant son neveu, la NIF, qui est une agence nationale d'investigation financière, il a placé son cousin. Aujourd'hui, vous savez très bien que son directeur de cabinet a été poursuivi ici. Nous aurions mis au niveau du Gabon que ces instances qu'il a créées qui luttent contre la corruption se saisissent de ces dossiers en France. Mais aucune instance, aucune juridiction au Gabon n'a osé se saisir de ce dossier. Par contre, M. Akrombessi a été reçu au Gabon comme un roi, accueilli à l'aéroport avec les honneurs militaires. Vous imaginez une personne arrêtée en France avec les chefs d'accusation aussi graves, mais arrivé au Gabon, c'est un héros. Ça veut tout simplement dire que la corruption, la gabégie est érigée en mode de gouvernance. On entend souvent dans l'entourage d'Ali Bongo dire oui, mais j'ai changé tous les dinosaures, tous les anciens du PDG qui étaient dans ce comportement un peu, dans cette mauvaise gouvernance, je les ai écartés. Vous ne croyez pas à tous ces changements, tout ce qui s'est passé là? Mais pour tisser son propre réseau. On enlève le réseau du père, on met en place un réseau d'amis pour être sûr qu'on contrôle tout le monde. Je vous prends un exemple. Quand Ali Bongo arrive, il met en place un système qui instaure les agences. Les grandes agences pour l'Agence nationale des grands travaux, où lui-même est président du conseil d'administration, s'il vous plaît, en violation flagrante du statut général du fonctionnaire. Il met en place l'agence de l'urbanisme. Il met en place l'agence, enfin,
Tout est Et agence. les zones franches. Et ces agences sont rattachées directement à la présidence de la République. Ça veut tout simplement dire que le président, ne pouvant pas être convoqué par l'Assemblée nationale conformément à la Constitution, ça veut dire qu'une administration rattachée à la présidence n'a pas de compte à rendre au peuple, à l'Assemblée nationale. Toutes ces agences qui sont rattachées directement n'ont même pas de compte à rendre aux instances entre griffes, de contrôle. Que ce soit l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Sénat, le Conseil économique et social, la Cour des comptes, ce sont les membres d'un même parti, c'est-à-dire le parti au pouvoir, ce sont les parents. C'est protéger les intérêts de la famille Bongo. Pire, les révélations qui ont été faites dans le cadre de la succession, on a découvert qu'il y avait eu holding Delta Synergie qui appartient, puisque c'est un héritage. Ça veut dire que Omar Bongo est mort, Delta Synergie appartient aux héritiers, dont Ali, qui regroupe toutes les entreprises où Omar Bongo avait des participations, en violation flagrante de la Constitution. Un président de la République qui a des participations dans des entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales. Bon, j'aurais aimé qu'Ali Bongo venant, il donne un coup de pied dans cette pratique. Au contraire, il a renforcé. Le domaine du pétrole, il s'est battu avec sa sœur, parce que sa sœur était celle qui contrôlait tout le pétrole. Mais lui, il a créé son réseau à part, avec l'agence, avec le Gabon Oil Company, où il a placé ses amis. Alors, dans tous les domaines, c'est comme ça. Quand Ali nous dit que j'ai décidé de donner ma part d'héritage au Gabon, qu'est-ce que cela vous inspire? Quelle est sa part d'héritage? Il faut absolument qu'il nous dise exactement combien s'élève son héritage. Il a bénéficié de quoi? À quel moment cet héritage a été partagé? Puisqu'en ce moment, il y a même l'une des démissionnaires qui a été en justice, qui est en train de le poursuivre pour ça, pour des questions de filiation. Quelle est sa part d'héritage? L'immeuble qu'il a, entre griffes, attribué à l'État et qu'il a confié à l'État gabonais en violation de... c'est un immeuble qui ne lui appartient même pas. Je me rappelle, moi-même, je suis allé manifester en 2007, 4 rue de la Beaume, parce que nous dénoncions le fait que cet immeuble appartienne à 2 enfants Bongo, Queenie et Junior, qui a été acheté, c'était un immeuble, je crois, quelque chose comme, c'est des millions d'euros. 18 millions d'euros à l'époque. Voilà, 18 millions d'euros. Moi, je suis allé manifester, on peut encore regarder cette vidéo sur Internet. Et nous dénoncions le fait que la SCI qui gère cet immeuble soit entre les mains de 2 petits-enfants. À l'époque, il y a un qui avait 15 ans, l'autre avait 12 ans. Mais aujourd'hui, qu'Ali Bongo nous dise que c'est son bien, non. L'autre bâtiment, la résidence privée d'Omar Bongo, qu'il veut transformer en université, alors qu'il est en train de tuer toutes les universités nationales. C'est juste une opération de communication. La succession n'a même pas encore été réglée. Le problème de succession se pose. Il se lance dans des opérations de communication pour des questions électoralistes. Mais nous... Justement, parlant des opérations de communication, on a vu le Gabon abriter de grandes manifestations, des meetings sportifs. La Coupe d'Afrique des Nations va s'y jouer après l'organisation conjointe avec la Guinée équatoriale. À quoi servent toutes ces grandes opérations qui sont faites? Je parle aussi du sommet New York Africa Forum. À quoi servent en fait toutes ces grandes opérations de communication? Quel est l'impact sur le pays? Mais vous avez oublié le dernier forum de libération, le forum citoyen de libération à Libreville. Tout à fait. Ça rentre dans des opérations de communication qui ne payent absolument pas, mais qui font sortir l'argent du contribuable, alors que nous sommes dans un pays où vous venez à Libreville, à l'hôpital général, c'est-à-dire le plus grand hôpital de Libreville, vous rentrez dans des salles, ce qui vous surprend, ce sont des bidons. Des bidons. Bidons d'eau? Les bidons d'eau. Parce que les parents des patients sont obligés d'aller dans cet hôpital avec des bidons d'eau parce qu'il n'y a pas l'eau à l'hôpital. L'eau à l'hôpital général de Libreville. Vous allez dans ces hôpitaux, c'est-à-dire ce sont des ordonnances kilométriques. Même ceux qui ont adhéré ceux qui sont inscrits à l'ACNAM-GS,
Il y a certaines pharmacies qui refusent même de servir des Gabonais avec ce papier, avec la prise en charge. Le Gabon exploite le bois. Le Gabon exploite le pétrole depuis 70 ans. Ça veut dire que le goudron, c'est le déchet. Quand on a raffiné, on a pris le gasoil, on a pris de l'essence, on a pris autre. Il reste un produit visqueux noir. On se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? À l'époque, on a voulu jeter. On se dit, non, il ne faut pas jeter. On peut l'utiliser pour couvrir les voies de circulation des véhicules. Mais au Gabon, le problème de route, même à Libreville, se pose. Vous avez les quartiers résidentiels où l'accès n'est pas facile. Ça veut tout simplement dire que ces grandes manifestations, que ce soit le New York Forum Athias, nous organisons chaque année un contre-forum d'Athias. Athias, c'est le communicant d'Ali. Personne ne l'ignore. C'est juste venir faire le show. Tous les projets qui ont été annoncés lors du New York Forum, aucun projet n'a vu le jour. Il suffit d'aller à Libreville pour voir le gros tas de sable qui est perceptible au niveau de la corniche de Libreville, où ils ont voulu, Athias avait annoncé la construction de la marina pour 80 milliards de francs CFA, entièrement financé par le Gabon. Mais aujourd'hui, c'est un gros tas de sable qui est là. Ça n'a pas vu le jour. Ce sont des opérations de communication. On a fait venir Messi pour, je ne sais quoi, poser la première pierre. On ne fait même pas venir Messi pour inaugurer un stade. On fait venir Messi pour poser la première pierre, peut-être d'un stade qui ne verra pas le jour. Il aurait empoché beaucoup d'argent à cette occasion. Il aurait empoché beaucoup d'argent. Ça, c'est l'équipe qui a, France Football, l'équipe qui a révélé cela. Mais nous voulons tout simplement faire la démonstration que ce qui compte pour Ali Bongo, c'est l'image à l'international. Ce n'est pas le bien-être des populations. Parce qu'aujourd'hui, même dans son propre camp, vous avez le PDG, le Parti démocratique gabonais, c'est une fissure. Les députés de ce camp ont même refusé de voter la loi de finances 2016. L'héritage modernité, qui est un courant du PDG, est entré en dissidence. Vous avez, même au sein de la famille, son cousin, Léon-Paul Ngoulakia, que je respecte beaucoup, est monté à licence pour dire « Je ne suis plus d'accord avec cette façon de gouverner ». Que ce soit au sein de la famille biologique, que ce soit au sein de la famille politique, personne n'apprécie la gouvernance d'Ali Bongo. Mais dans ces conditions, comment peut-il se présenter en 2016, puisqu'il en a l'intention de pas se présenter et se faire réélire? C'est son droit le plus absolu de se présenter à une élection, même s'il n'est pas élu, mais sauf qu'il faut remplir les conditions pour être candidat. En 2009, il a présenté un document qui a créé la polémique, son acte de naissance. Cette polémique est née, sauf qu'à l'international, il veut véhiculer dans les médias internationaux, la presse internationale, l'image des Gabonais xénophobes. Ce qui n'est pas vrai. Le débat qui est posé au Gabon autour de la candidature d'Ali Bongo, ce n'est pas un débat de xénophobie, c'est un débat de respect de la Constitution. C'est son père qui était là quand cette Constitution a été adoptée, avec l'article 10, qui stipule que si vous êtes adopté, vous ne pouvez pas prétendre au poste de président. Dans tous les pays du monde, il y a des dispositions constitutionnelles qui disent ce genre de choses. Ali Bongo a été député à l'Assemblée nationale, Ali Bongo a été ministre à plusieurs reprises, personne n'a jamais remis ça en cause. Mais c'est pour accéder à la magistrature suprême où les dispositions constitutionnelles, ce n'est pas l'opposition ni la société civile qui a introduit tout ça, hein, c'est son père. Mais il faut les respecter. Donc il faut qu'il s'y conforme avant de se présenter en 2016. Bien sûr. Il a lui-même reconnu que le document qu'il a présenté en 2009, c'était un faux. Qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui présente un faux? Ce n'est pas un problème constitutionnel, c'est un problème pénal. Faux usage du faux, c'est au pénal, que vous soyez président de la République ou ailleurs. Moi, je ne rentre pas dans ce type de débat. Je veux tout simplement que la Constitution soit respectée. Et n'importe qui, n'importe quel citoyen, se met face à la Constitution. C'est la mère des lois. Quand vous dites, vous êtes le coordonnateur du mouvement, ça suffit comme ça. Qu'est-ce qui suffit comme ça? 50 ans quand même d'un régime dictatorial, 50 ans de règne d'une famille, 50 ans de gabegie, 50 ans de non-démocratie, nous disons ça suffit. Il n'est pas dit qu'un petit pays comme le Gabon,
qui croupit dans la misère du fait de la spoliation des ressources par un petit groupe familial et d'amis. Il n'est pas dit que le Gabon ne peut pas mériter mieux. Le Gabon a disons, des citoyens vaillants, brillants. Nous avons été dans les grandes universités, nous n'avons rien envié à certains pays où le système démocratique fonctionne. Nous pensons qu'un pays comme le Gabon, ce n'est pas l'argent qui manque. Ce ne sont pas des ressources. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, il pleut partout, nous avons l'eau partout, sauf dans les robinets, comme l'a dit quelqu'un. Mais on peut mériter mieux si la gouvernance change, si la démocratie s'instaure. La démocratie n'est pas un luxe pour l'Afrique, encore moins pour le Gabon. La démocratie a des règles universelles qui s'appliquent partout, même en Afrique. Mais vouloir faire de certains pays africains des exceptions en termes de démocratie, je dis, on est en train vraiment de se faire harakiri. Très bien. On a vu, pour prendre un exemple précis, que dans le litige entre le Gabon et Total, François Hollande est intervenu directement pour voir avec Ali Bongo comment on pourrait régler ça. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de complaisance quand même avec la gouvernance actuelle que vous dénoncez, de la part de la France, j'entends? Ben, nous avons toujours accusé la France d'être derrière la famille Bongo, je dis bien la famille Bongo. Souvenez-vous, en 2009, le premier chef d'État a salué Ali Bongo, la victoire d'Ali Bongo, alors que le monde entier était en train de dénoncer le coup d'État électoral, c'est Nicolas Sarkozy, le président français. Et à l'époque, ce n'était pas un simple citoyen français qui posait tel acte, c'était le président de la République française, ça veut dire la voix de la France. Et c'est un secret de polichinelle. Total, Elf, Total et tous les autres, toutes les entreprises françaises au Gabon soutiennent le régime de la famille Bongo. C'est un secret pour personne. Et pourquoi? Parce que quand vous ouvrez la boîte de Pandore, quand vous ouvrez la boîte de Delta Synergie, vous avez une réponse. Quand le président de la République a des parts dans toutes les entreprises qui sont au Gabon, dont Total, dont toutes ces entreprises, comme nous avons découvert, je voudrais même vous dire une chose, la SGS, la Société Générale de Sécurité, qui a le monopole de tous les grands contrats, que ce soit dans les multinationales françaises ou même les diplomates, enfin, les représentations diplomatiques, appartient à la famille Bongo. Et pourtant, cette collusion-là, les Français le savent. Les Français savent que 67% de la famille Bongo a 70% d'intérêt dans la SGS, mais c'est quand même cette société qui assure leur sécurité. Quand vous prenez une banque comme BGFI, la BGFI, c'est la banque de la famille Bongo. Et pourtant, Total et autres, ils mettent leur argent. Quand vous prenez, la liste est longue. Cette complicité-là, mais nous disons à la France, cette fois-ci, les sociétés civiles africaines sont en train de prendre leurs responsabilités. On n'a qu'à regarder ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Au Burkina, par exemple. Même si on ne peut pas faire du copier-coller, c'est-à-dire les réalités burkinabées, ce ne sont pas les réalités gabonaises, mais il y a une seule réalité, il y a une prise de conscience des citoyens africains par rapport à la gouvernance. Nous ne voulons plus, nous n'accepterons plus jamais qu'on nous impose des individus qui appauvrissent les Africains pour leur propre bien-être. L'affaire des biens mal acquis, ce n'est pas aux États-Unis. Le gros de tous les biens immobiliers dont dispose la famille Bongo, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Chine, ce n'est pas en Russie, c'est en France. C'est en France. Ça veut tout simplement dire que toutes ces transactions financières étaient sues par le système financier français. Et heureusement que la justice française est en train de faire ce travail, bien sûr, avec la participation de la société civile. Vous savez, le regretté Grégory Ngbamitsa, qui a été un grand ami plus un ami, s'est constitué partie civile dans cette procédure. Et nous allons continuer à appuyer la justice française dans toute cette procédure. Est-ce que l'espoir de changement suscité par
l'arrivée de François Hollande, qui s'était lui-même engagé à démanteler la France-Afrique. C'était le 58e engagement de sa liste d'engagement. Est-ce que cet espoir a pour vous été totalement déçu aujourd'hui? Ou il y a encore un espoir qu'il se rattrape? J'ai été naïf. Sincèrement, je pense que j'ai été naïf de penser qu'il y aurait un changement à ce niveau-là, mais je suis obligé de m'aligner derrière ceux qui pensent que les chefs d'État français se succèdent et se ressemblent pour les politiques africaines. Je vous prends l'exemple du Burkina Faso où je pense que c'est le peuple burkinabé qui s'est lui-même imposé pour chasser Blaise et pour chasser le RSP, pour déjouer le coup d'État perpétré par Ndédéré. Si on avait attendu que la France intervienne, je pense que Blaise serait encore là et le RSP serait encore là. L'illustration a été faite au Congo-Brazzaville, où M. François Hollande a eu en 24 heures, en 48 heures, deux discours différents. C'est-à-dire, il donne une opinion sur la situation au Congo-Brazzaville, tollé général, ben, rétropédalage. Bon, alors, ça prouve à suffisance que si le peuple congolais était allé jusqu'au bout, ben, on aurait assisté à la même situation qu'en Tunisie. Parce qu'à Liomari, en Tunisie, avait proposé d'envoyer les CRS pour former les policiers tunisiens. Ben, il a été balayé et le discours n'était plus le même. D'accord. Toute dernière question de cet entretien très intéressant qu'on aurait pu poursuivre et qu'on aura l'occasion de refaire encore à d'autres occasions. Comment le mouvement Ça suffit comme ça compte-t-il élargir son cercle pour pouvoir créer les conditions d'une alternance au Gabon? Je préfère vous dire qu'aujourd'hui, il y a la remise du prix Nobel de la paix à Oslo à un groupe de société civile de Tunisie qui a œuvré pour non seulement un dialogue inclusif, mais pour asseoir une réelle démocratie. Nous sommes un mouvement non violent. Nous croyons à la démocratie. Nous pensons que seule la démocratie, qui est le respect des règles de droit et surtout la mise en place des institutions républicaines, l'avenir de l'Afrique, c'est là-dessus. Ceux qui vont essayer de s'opposer à cette dynamique, qui est déjà très forte, avec les réseaux sociaux qui sont très puissants, ben, ils vont être rattrapés. Nous allons mettre en place, et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, pour essaimer dans tout le pays l'idéal d'un changement au Gabon. Et ce changement aura lieu. Avec qui? Je pense que ce n'est pas un problème d'individu. Il n'y a pas d'individu providentiel en Afrique. Il n'y a pas d'individu providentiel. Quand les règles de transparence de gouvernance sont là, même un chien, si la population décide de voter un chien, ben c'est ce chien qui sera président. Aujourd'hui, si les conditions d'une bonne élection, les conditions d'une bonne gouvernance avec une justice citoyenne, si ces conditions sont réunies, même si Ali Bongo se présente et que les Gabonais décident de voter Ali Bongo parce qu'il a le meilleur programme, les Gabonais vont le voter. Notre combat, ce n'est pas un combat d'hommes, ce n'est pas un combat de conquête du pouvoir, c'est un combat pour la démocratie. Et je pense que ce qui s'est passé au Burkina Faso interpelle beaucoup de gens. Celui qui a été élu, Roch Kaboré, c'était l'un des bras droits de Blaise Compaoré, à la limite, même le concepteur de... Aujourd'hui, il a été élu par les Burkinabés. Il a été élu par le Burkinabé. Donc le problème ne se pose même pas en termes de qui était proche de qui, sauf que Roch Kaboré ne pourra pas agir exactement comme Blaise Compaoré l'a fait, parce que le peuple burkinabé a pris ses responsabilités, la démocratie s'installe, il sera surveillé. Et c'est ce que nous voulons pour le Gabon. Nous allons travailler, on continue à sensibiliser, nous allons mobiliser la population pour que, première chose avant les élections, la démocratie s'installe. C'est-à-dire qu'il faut des conditions de transparence pour cette élection. On ne peut pas aller aux élections en 2016 dans n'importe quelle condition. Alors nous allons nous battre.
On va se battre pour de meilleures conditions de transparence s'imposent. Je dis bien s'imposent. De deux, c'est celui qui va présenter le meilleur profil aux Gabonais qui va gagner les élections, même s'il vient du camp du PDG. Et là, les règles ne seront plus les mêmes. La marge de manœuvre de ce président ne sera plus la même. Il ne pourra plus faire n'importe quoi. C'est ça notre espoir. Et c'est ça le sens de notre combat. Ce n'est pas un problème de personne et de l'individu. Merci Marc de nous avoir accordé cet entretien et vous êtes resté fidèle à vous-même avec toute la franchise qu'il faut. Vous nous avez fait un état de lieu très précis de la démocratie au Gabon et des enjeux de la prochaine présidentielle de 2016. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir. Merci de votre attention et à une prochaine fois.